Fait que comme on a pris ça mollo la semaine passée, on commencera pas avec la petite bière. Allons-y avec La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaëtan Soucy. Là, pour ceux qui auraient lu le résumé ou entendu parler du roman avant, c'est weird. Non, c'est pas weird, c'est fucked up. C'est fait un peu déconstruit. C'est pas un roman avec un début, un milieu puis une fin. C'est plus ou moins plus vague que ça. C'est un des romans les plus weird que j'ai eu à lire. J'ai aussi eu à lire La Mélanchie de Jacques Ferron, puis ça c'était un autre degré de weirdness, mais ça c'est quand même dur à battre. J'ai lu pour la première fois quand j'étais en 4e session au cégep, donc je faisais mon dernier cours, c'était là qu'on avait l'épreuve uniforme de langue. Le 3/4 de la classe, j'avais rien compris. J'étais arrivée à la fin, puis j'étais comme genre, qu'est-ce que je viens de lire? Fait que j'ai fait des recherches, puis j'ai essayé vraiment de vous construire un résumé qui va avoir du sens. Fait qu'on va passer beaucoup de temps sur ce résumé-là, parce que c'est important que vous compreniez l'histoire. Donc, Gaëtan Soucy, c'est un auteur québécois qui est grandi à Montréal, qui est né en 1958. Il a publié son premier roman, L'Immaculée Conception, en 1994. Et La petite fille qui aimait trop les allumettes, c'est son 3e roman qui est sorti en 1998. Ils ont tous été publiés, dans le fond, chez les éditions Boréal. En 2017, le roman a été adapté au cinéma par le réalisateur Simon Lavoie. C'est un film que vous pouvez retrouver quand même assez facilement si jamais vous voulez le regarder. Pour des personnages qui sont aussi complexes, ça pourrait être bien le fun d'aller voir ça. En complément peut-être à votre lecture, mais remplacez pas votre lecture par le visionnement du film. Ça marche pas comme ça, c'est pas facile de même la vie. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de décortiquer différentes parties. Je vais vous montrer un peu le résumé complet, des éléments que vous aurez pu peut-être avoir manqué. On va parler du style d'écriture, on va parler des mots qui sont utilisés, parce qu'il y a énormément de néologismes. En gros, la grosse question donc, on essaie de répondre dans cette vidéo-là, de cette analyse-là aujourd'hui, c'est pourquoi c'est pertinent de vous faire lire ce livre-là. Et il y a 1001 raisons différentes. Tous les sites de référence que je vais avoir utilisés pour faire ma recherche et que je crois qu'ils pourraient vous être utiles vont être également dans la description de la vidéo. Donc, on va passer un bon temps sur le résumé. C'est facile, comme je dis depuis tantôt, de perdre le fil de l'histoire. Donc, je vais essayer de vous faire un ordre vraiment plus chronologique. Je vais essayer d'éviter tout ce qui est flashback. Je reste dans la trame de l'histoire. Point. Juste pour que vous soyez au courant. Spoiler alert. On résume ça comment? Ok, fait que le premier détail super important à retenir, la narration se fait au masculin. Par un narrateur qui est présent, donc qui est dans l'histoire. Et ce qu'il fait dans le fond, c'est qu'il est en train d'écrire dans un grimoire qu'il appelle le Testament. Le personnage principal nous annonce que son père vient de se pendre et que lui et son frère sont maintenant tout seuls dans l'univers. Jusque-là, c'est quand même assez clair, on est tous d'accord là-dessus. C'est assez simple comme concept. Et là, le personnage commence à nous parler d'une espèce de boîte à trous. À partir du moment où on voit un mot qu'on connaît pas, la boîte à trous, qu'est-ce que ça nous dit sur le personnage? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'histoire? Ça va nous montrer que le personnage, il est pas très éduqué. Donc, il utilise des mots qui vont sonner comme le véritable mot. Il va en inventer d'autres, il va mélanger les mots tout ça. Les dictionnaires dans la bibliothèque, en gros, c'est des livres. Mais lui, il dit que c'est des dictionnaires. Donc, c'est vraiment des petites affaires comme ça qui vont des fois faire la différence. Il va en avoir des plus complexes, mais embarquez-vous pas tout de suite à savoir c'est quoi le juste châtiment. Ça, c'est un autre débat complètement. On va y en revenir plus tard quand on va arriver dans la référence biblique. On continue avec le résumé. Le père est mort, ça rappelle. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'enterrer. Donc il se dit, bon, moi je suis plus intelligent que mon frère, je vais aller moi-même au village. Fait qu'il part avec son cheval, tu sais, bien relax, puis il traverse la pinède pour la première fois. C'est quoi une pinède? C'est une forêt de pins. À peu près. Fait qu'il traverse la pinède et il se ramasse pour la première fois dans le vrai monde. Il sait un petit peu à quoi s'attendre parce qu'il l'a lu justement dans les dictionnaires. Il sait c'est quoi les autres humains qu'il appelle ses semblables. C'est qu'il faut qu'il aille au magasin pour aller acheter sa boîte à trous. Mais niveau interaction sociale, ça se passe pas. La caissière, elle comprend absolument rien. Puis déjà, il l'insulte un peu. C'est comme plus ou moins clair ce qui se passe dans leur interaction. Mais mettons que le personnage il est rude. Le genre de client que tu veux pas avoir au service à la clientèle. Finalement, il part, il se ramasse dans l'église avec son cheval. Fait que bref, ça l'a amené au poste de police. Il se fait se faire une espèce de petit interrogatoire par un homme bienfaisant, dont il y a un petit cake dessus. Fait que pendant ce petit talk-là, avec son buddy, l'homme bienfaisant, on va apprendre que notre personnage principal est une personnage principale. Fait que notre narrateur, en fait, c'est une narratrice. La narratrice, elle savait pas qu'elle était narratrice, elle pense qu'elle est narrateur. Son père, son frère n'ont jamais éduqué c'était quoi être une femme. Donc, elle n'a pas associé son sexe biologiquement. On fait le lien avec tout ce qui s'est passé à l'avant du roman, donc les espèces de petits indices qui nous donnaient à gauche à droite. Premièrement, les enflures sur la poitrine. Et là, tout ce qui est le bout de lancer du sang à son frère, ça, on fait l'association aussi que s'il saigne pas tout le temps, c'est parce que c'est un cycle menstruel. À ce moment-là, ça change pas vraiment grand-chose au terme de l'histoire. Bon, on apprend que on était encore beaucoup moins éduqués que ce qu'on pensait.
Donc après cette magnifique révélation, on sait aussi, grâce à l'homme bienfaisant, que le père, c'est en fait le directeur des mines. Donc c'est les mines qui font vivre la région, puis lui, c'est le big boss. Fait que son père, il était riche, puis pas rien qu'un peu. Personne n'était au courant que ces enfants-là existaient, ça a l'air. Ce qui est quand même un peu bizarre, on va se dire, c'est pas tout à fait normal. Puis c'est pas tout à fait legit aujourd'hui non plus, parce qu'on sait qu'avec l'école obligatoire, les certificats de naissance, tout ça, il n'y a aucune façon qu'on saurait pas que ces enfants-là existaient quelque part. Si vous écoutez Esprit criminel, il va y avoir un épisode à un moment donné où il raconte un petit peu une histoire semblable à ça, dans le fond des enfants qui ont rien connu d'autre que l'endroit cloîtré où ils avaient été toute leur vie. Donc, on voit la déconnexion entre ces personnes-là puis le monde extérieur. Ça peut être quelque chose d'intéressant si vous voulez voir un petit peu visuellement à quoi ça ressemble. Et regardez en même temps le film sur la petite fille qui aimait trop les allumettes. Mais pour comparer, des fois, ça peut nous montrer différentes visions de la chose. Quand la narratrice va revenir chez elle, elle va trouver son frère en train d'essayer de découper son père pour le faire cuire dans la cuisine. Mais peut-être pas cuire plus que faire disparaître le corps, dans le fond. Vu qu'elle n'a pas trouvé de boîte à trous, ben qu'est-ce qu'on va faire? On va l'incinérer, tu sais, puis on n'a rien d'autre pour mettre le feu que... C'est faux, fair enough. La narratrice va raconter son épopée à travers le vieillage à son frère. Le frère, il vire fou, parce que là, il est certain que les humains s'en viennent s'emparer de l'univers, parce que pour eux, l'univers, c'est le domaine. Ben, il va se créer une armée de mannequins qui va armer avec des balais, tu sais, grosse stratégie, là. Pendant ce temps-là, notre narratrice, elle va vivre sa petite vie. Elle va prendre ça mollo. Découvrir les souvenirs un peu partout dans son domaine. Une fois qu'elle a terminé son errance, elle va se ramasser dans le hangar à bol, donc le caveau, qui est comme la place où justement elle écrit le testament et où il y a le juste châtiment. C'est un peu vers la fin du roman qu'on se rend compte que le juste châtiment, mais c'est pas un meuble, c'est quelqu'un d'attaché au mur, couvert de bandages. Elle aurait dû mourir de ses blessures, ça fait bien longtemps, mais ça a l'air qu'ils ont réussi à la garder en vie d'une manière ou d'une autre. Et à côté du juste châtiment se trouve le cadavre de la mère de ces enfants-là, parce que bien évidemment, t'as pas d'enfants sans mère. Elle nous raconte à travers le testament tout ce qui s'est passé depuis la mort de son père, depuis qu'ils ont découvert le corps du père, jusqu'au moment où elle est en train d'écrire. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'elle écrit, mais elle écrit pas. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait juste faire des L, de même, dans le cahier. Pendant que c'est la panique dehors, parce que son frère est en train de tirer partout ses semblables qui s'en viennent envahir le domaine. Ça vire mal, puis il se ramasse tué par les autres gens qui sont venus armés de leurs guns. Et pendant ce temps-là, notre chère narratrice a quitté le caveau, elle est partie, et elle vit dans d'atroces souffrances, parce que qu'est-ce qui se passe? Oh! Ah oui, c'est vrai, elle est enceinte de son frère. Là, ça a l'air sorti vraiment de nulle part, toute cette histoire-là, mais en gros, il y a plusieurs indices à travers le roman qui vont vous montrer aussi qu'elle n'a pas juste une enflure ici, elle a des enflures là, parce qu'il y a un bébé dans son bedon. On comprend qu'il y a eu relation incestueuse et qu'elle en est tombée enceinte. Et à la fin du roman, pendant qu'elle délire un petit peu, qu'on sait pas trop ce qui va arriver à tout ça, que le domaine est un peu en feu, elle est en train de perdre ses os et elle a fini par accoucher. Mais on sait pas trop si elle a fini par accoucher parce que le roman finit là-dessus. Puis, m'avez-vous suivi? C'est facile de se perdre, je l'ai dit. Fait que j'ai vraiment essayé d'être claire. J'espère qu'au montage, ça va avoir l'air de quelque chose de quand même assez plausible. Là-dedans, j'ai pas parlé de toute l'histoire d'amour avec l'homme bienfaisant, j'ai pas parlé de tous les flashbacks, la relation incestueuse avec le frère et tout ce qui nous parle du juste châtiment avant qu'il devienne ce qu'il est. Donc, si je résume le résumé, ce qu'on tient dans nos mains quand on lit La petite fille qui aimait trop les allumettes, c'est le testament complet. C'est ce qu'elle a écrit en pensant à écrire quelque chose, mais qui est dans le fond tout juste ses pensées. Parce que comme on l'a dit tantôt, elle écrivait juste des L. Mais ça, techniquement, c'est le produit fini. Il faut pas oublier non plus que pour elle, sa vie, elle est normale. Ce que je veux dire par là, c'est que quand t'as pas connu autre chose que ta normalité à toi, que tu sais pas c'est quoi le monde extérieur, puis t'as jamais rien connu d'autre, tout ce que tu peux te dire, c'est que ma vie, à moi, de la manière que je la vis, ben, il y a pas d'autre chose qui existe. Fait que c'est un peu ça la normalité dans ce livre-là. C'est pas la normalité d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est nécessairement réaliste non plus. C'est des choses qui pourraient techniquement pas arriver. Il y a plusieurs comparaisons que vous pouvez faire dans le roman avec qu'est-ce qui est plausible, qu'est-ce qui l'est un petit peu moins, qu'est-ce qui relève un petit peu plus de la fiction, qu'est-ce qui est plus réaliste. On va parler un petit peu en détail de la structure narrative. La narratrice va nous parler énormément avec des néologismes, des tournures de phrases qui n'ont pas nécessairement de sens, puis des syntaxes un petit peu floues, parce qu'il est quand même assez particulier et c'est quelque chose de typique au roman. Ça complique la lecture, mais ça vient stimuler beaucoup plus l'esprit. Première chose à remarquer, c'est que la narratrice, elle utilise énormément de néologismes. On en a parlé un petit peu au début du résumé. Le problème avec ces néologismes-là, ce qui fait qu'ils sont vraiment difficiles à comprendre et à associer, c'est parce que la majorité des néologismes sont pas faits pour inventer quelque chose de nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, dans un livre fantastique où on crée des mots
c'est un néologisme parce que c'est des mots qui sont inventés. Mais dans le cas de la petite fille, c'est un mot inventé pour remplacer un mot qui existe déjà, qu'elle ne connaît juste pas. Elle va mixer des mots des fois pour créer quelque chose de nouveau, avoir des terminaisons qui ne fonctionnent pas, comme par exemple avec le secrétariat, ou des allusions différentes comme les livres, les dictionnaires. Si vous voulez vous repérer quand même plus facilement, essayez de regarder un petit peu les descriptions qu'elle en fait, parce que vu justement qu'elle utilise des néologismes, on va essayer de le justifier, peut-être inconsciemment, en faisant des longues descriptions ou en associant différentes anecdotes ou des moments différents dans sa vie qui vont nous aider à comprendre. Et à un moment donné, les liens vont se faire un petit peu tout seuls, ou si jamais vous êtes toujours un petit peu bouché, vous pouvez toujours demander à quelqu'un d'autre, voir les allusions que les autres en ont fait, comment les autres ont déduit la situation. Les structures des phrases, quand même assez particulières, viennent aussi du fait qu'il y a le manque d'éducation, donc ces syntaxes, des fois, ils vont être un petit peu bizarres. Il va peut-être manquer des mots ou il va y avoir des mots de trop. Essayez de faire vos propres liens, dans le fond, vous autres, comment vous interprétez le sens de la phrase. Et ça se peut que ce soit quelque chose d'un petit peu superflu aussi. Essayez pas de passer une demi-heure sur une phrase. Peut-être que tu vas comprendre dans la phrase d'après. Pour ce qui est de la relation avec les semblables, donc avec les autres êtres humains, elle est quand même assez particulière parce qu'ils n'ont pas la même réalité. C'est deux réalités complètement différentes. Il ne faut pas oublier que pour la petite fille, la narratrice, sa réalité, c'est la norme. C'est tout ce qu'elle connaît. Pour elle, ce qu'elle vit, c'est normal. Chose qui ne l'est pas pour les semblables. Essayez de voir comment les semblables perçoivent la narratrice et voir comment la narratrice, elle perçoit les autres personnages. On voit beaucoup de cette espèce de relation un petit peu tendue qui viennent de deux contextes d'enfance, de réalités complètement différents. Et quand ils rentrent en confrontation, c'est quelque chose de quand même assez particulier. Si on n'avait pas fait la rencontre avec l'homme bienfaisant, on n'aurait probablement jamais su que la narratrice était une narratrice. C'est lui qui nous le fait montrer, et après ça, nous, on va faire les liens avec les enflures de poitrine, le sein une fois par mois, qui d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, ça faisait un petit bout qu'elle disait qu'il n'avait plus avant qu'on se rende compte qu'elle est enceinte. Je dis ça, je dis rien. Essayez de voir la confrontation des deux réalités, des deux normalités complètement différentes. Il y a beaucoup de liens à faire, autant dans nos vies en ce moment aujourd'hui qu'avec les vies à l'intérieur du roman. C'est plus ou moins clair à quelle époque on se trouve, mais on peut présumer qu'on est à peu près dans les années 60. Et vous pouvez faire des liens avec la vérité du personnage de la narratrice et la vérité des autres personnages. Comment ils rentrent en confrontation. Nous, en tant que lecteurs, qu'est-ce qui nous confronte par rapport à ces deux mondes-là différents. Il y a beaucoup de quotes à l'intérieur du roman que vous pouvez utiliser. Vous avez juste à chercher dans le fond. Je ne vais pas vous dire où chercher. Je peux le faire l'examen à votre place. Maintenant, on va parler des références bibliques parce que, comme vous avez pu vous rendre compte, il y en a vraiment beaucoup dans ce roman-là. Donc, je vais vous en lister quelques-uns. Je ne vais pas faire la description complète, mais juste pour vous donner quelques repères sur les références bibliques ou les références de la religion catholique que vous n'êtes pas nécessairement au courant. Du haut de mes cours de catéchèse de première et deuxième année, je vais essayer de vous expliquer quelques gros thèmes que vous avez peut-être pu manquer. Dès la première phrase, on le sait, le père est vu par les enfants comme s'il était Dieu. Ils ont dû prendre l'univers en main quand il est mort. Le maître de l'univers, c'est lui, parce qu'ils connaissent personne d'autre non plus. D'ailleurs, le père agit un peu en Dieu de la manière dont il traite le juste châtiment. Le juste châtiment, d'ailleurs, qui porte extrêmement bien son nom, puisque c'est la manière au père de punir sa fille qui a causé la mort de sa mère. Le juste châtiment est la sœur jumelle de la narratrice et elle est gardée en vie pour la faire souffrir. Donc, pour que le père fasse souffrir sa fille autant que sa fille l'a fait souffrir quand il a causé la mort de sa femme. On peut dire que le système judiciaire d'aujourd'hui serait pas tout à fait d'accord avec sa méthode de se faire justice soi-même, mais regarde, c'est un roman. De la même façon, le père va idolâtrer beaucoup la mère, donc elle va un petit peu représenter le concept de la Vierge Marie. Il y a juste celle qui est pure, il y a juste celle qui est bonne, et toutes les autres femmes, c'est des putes. C'est probablement une des raisons pourquoi la narratrice ne s'associe pas non plus au corps des femmes, parce que pour elle, soit t'es une sainte, soit t'es une pute, et elle se considère comme aucun des deux. Donc qu'est-ce qu'elle pourrait être? Un homme? Voilà pour ce qui est des références bibliques. Jamais il y en a d'autres que vous avez vues ou qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les partager en commentaire. On peut d'ailleurs parler de la référence au feu qui va beaucoup représenter le feu de l'enfer. Il y a aussi bien évidemment la référence au testament. Le testament en tant que tel, si on verbalise un petit peu aujourd'hui, c'est le document que tu lègues tous tes objets, toutes tes possessions à d'autres gens après ta mort. Je généralise vraiment beaucoup, alors que bibliquement parlant, c'est la partie, dans le fond, c'est la Bible qui est en deux parties, donc l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et dans le fond, c'est un peu ce que nous raconte la petite fille. Donc, elle écrit son testament parce qu'elle part de sa genèse, donc du début de son histoire, jusqu'à ce qu'elle croit être sa mort. Pendant qu'elle est en train d'accoucher, on s'en rappelle. Et la douleur d'un accouchement peut facilement te faire croire que tu es en train de mourir quand tu sais pas que tu es enceinte. Hein? Fait qu'en gros, pourquoi on vous fait lire ce livre-là au secondaire? Il y a mille et une raisons pourquoi.
Moi, personnellement, si j'étais prof, je vous le ferais lire parce que c'est le fun d'avoir une nouvelle vision de ce que c'est la lecture, de ce que c'est l'écriture. On n'est pas obligé d'écrire quelque chose avec un début, un milieu, une fin, ou avec des structures de phrases qui ont de l'allure. T'sais, on passe des années à nous expliquer comment faire une syntaxe qui a de l'allure, mais ça veut pas dire que c'est pas parce que tu fais pas ça que tu vas pas écrire un chef-d'œuvre complètement de la littérature québécoise. Puis ça va vous permettre aussi de trouver différents genres littéraires que peut-être vous allez vraiment triper dessus, ou alors ça va vous montrer que vous avez aucun intérêt pour ce genre de livre-là, puis c'est bien correct aussi, mais c'est important de vous montrer quelque chose de différent, comme ça, c'est là que vous êtes capable de voir « Ah, ça j'aime plus ça j'aime moins ça ». Alors voilà, je complète cette vidéo dès maintenant en remerciant mon super collaborateur Guillaume Couture qui m'aide avec toute la rédaction des textes, donc il passe par-dessus moi, qui vient me corriger, qui s'assure que je dis pas de niaiseries. Moi, j'écris un scénario de base où je fais mon analyse, mes recherches et mes réflexions. Et après ça, lui, il va passer par-dessus ce que j'ai écrit pour me donner des pistes de réflexion un petit peu plus profondes. Des fois, me dire de retirer certaines affaires. Des fois, me pousser quelque chose d'un petit peu plus orienté vers ce que votre examen pourrait avoir l'air. Donc, je remercie vraiment Guillaume de me supporter dans ce projet-là. C'était vraiment important pour moi d'avoir un professeur de mes côtés parce que justement, je suis pas prof, je ne suis qu'une artiste. Alors, ma parole vaut un peu absolument rien si vous me quotez dans vos bibliographies, mais mon objectif, c'était de vous donner des pistes puis vous aider à évoluer vous-même dans vos propres lectures. Mon but, c'est pas de vous faire accroire des affaires, c'est de vous aider vraiment à prolonger vos réflexions pour que vous réussissiez à faire quelque chose. Je suis juste là pour vous partager ma passion pour la lecture puis vous montrer que tout a une raison d'être lu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Je vous dis un gros bye bye!